Napoléon et Joséphine. Deuxième partie. Les lettres d'Italie ne tarissaient jamais et arrivaient presque chaque jour. Tandis que les réponses étaient rares et capricieuses. Dans une lettre déchirante, on lit la résignation du général amoureux. J'arrive à Milan, je me précipite dans ton appartement. J'ai tout quitté pour te voir, te presser dans mes bras. Tu n'y étais pas. Tu cours les villes avec des fêtes. Tu t'éloignes de moi lorsque j'arrive. Tu ne te soucies plus de ton cher Napoléon. Un caprice te l'a fait aimer, l'inconstance te le rend indifférent. Accoutumé au danger, je sais le remède aux ennuis et aux maux de la vie. Le malheur que j'éprouve est incalculable, j'avais le droit de n'y pas compter. Je serai ici jusqu'au 9 dans la journée. Ne te dérange pas. Cours les plaisirs, le bonheur est fait pour toi. Le monde entier est heureux s'il peut te plaire. Et ton mari seul est bien malheureux. Le fossé se creusa entre les deux époux. Malgré la persévérance d'un Napoléon qui souffrait à reconnaître qu'il n'était pas aimé de sa femme. Au retour d'Égypte, la menace du divorce plana sur le jeune couple. Joséphine mesura avec horreur les dégâts qu'elle avait commis. Bonaparte, ayant perdu toute illusion concernant les sentiments de son épouse à son égard, se détacha peu à peu d'elle, sans pour autant jamais lui retirer l'affection, toujours grande, qu'il eut pour elle. S'il ne pouvait exiger un amour réciproque, il entendait néanmoins maintenir la tranquillité et la respectabilité de sa maison. Telles étaient les exigences de la bourgeoisie envers un homme sur le point d'être élevé à la dignité impériale. L'entourage du couple témoigna avec étonnement de cette vie de famille, bien éloignée des mœurs royales de ses prédécesseurs, et auxquelles on était depuis toujours habitué.
L'empereur était, en effet, un des meilleurs maris que j'ai jamais connus. Témoigne Mademoiselle Avrillon, première femme de chambre de l'impératrice. Lorsque l'impératrice était incommodée, il passait auprès d'elle tout le temps qu'il lui était possible de dérober aux affaires. Le témoignage de Louis Constant, premier valet de chambre de l'empereur, n'est pas moins inattendu. Combien fut touchant l'accord de ce ménage impérial. Plein d'attention, d'égard, d'abandon pour Joséphine. L'empereur se plaisait à l'embrasser au cou, à la figure, en lui donnant des tapes. Napoléon Ier choyait tendrement les enfants de sa femme. Hortense et Eugène furent sans cesse au centre de ses préoccupations. Bonaparte ne renia pas ce surnom, d'oncle Bibiche, dont l'affubla le fils d'Hortense. Ses enfants auraient-ils pu connaître meilleur beau-père ? Si Napoléon Bonaparte imposait sa volonté à l'Europe, il y parvenait difficilement dans son propre foyer. Joséphine dépensait sans compter. Lorsque son mari comblait enfin ses dettes, elle avait déjà eu tout le loisir d'en creuser de nouvelles. Joséphine, au début de leur relation et durant leur première année de mariage, trompa Napoléon. Avec une désinvolture qui marquait les esprits. Puis, c'est elle qui eut à craindre les tromperies de son mari. Un pressentiment l'inquiéta, avec raison, lors du séjour, en 1807, de Bonaparte, en Pologne. L'empereur et Madame Walewska tombèrent sincèrement et durablement amoureux. Leur idylle donna naissance au premier fils de l'empereur, en 1810. Bien après leur divorce, les relations entre Napoléon et Joséphine demeurèrent empreintes de tendresse et d'amitié sincère. Les visites de Bonaparte à Joséphine, à la Malmaison, étaient fréquentes. Il veilla toujours à ce qu'elle ne manque de rien, et lui conserva son titre d'impératrice malgré leur divorce.
toute sa vie, et encore à Sainte-Hélène, l'empereur évoquera, avec émotion, ses souvenirs de Joséphine.